arrête de me niaiser que t'as pas entendu la cloche. Nouvelle du champ gauche qui me Solide. fait plaisir. Moi aussi. Les puristes de la boxe disent souvent que c'est le seul noble art en arts martiaux, puis toute l'équipe c'est le plus dur, puis non. T'as des moulins avant les Je deux. peux pas croire que ces deux gars-là ont une licence pour combattre. Mais c'est ça qui me fait C'est ça, rire. dans le même vestiaire avec une légende. Le Rocky des arts martiaux mixtes. Bienvenue tout le monde au Call Show cette semaine au 23e épisode. Pas se tromper, la semaine passée. C'est moi qui s'est trompé la semaine passée. Cette semaine, un autre gros show, beaucoup de nouvelles de boxe. Ouais. Un combat controversé qu'on va échanger là-dessus. j'ai hâte. Ça va être intéressant. N'oubliez pas de nous suivre sur notre chaîne YouTube, sur notre Facebook, l'application Call Sport également pour nous suivre partout. Commence à avoir une grosse communauté sur les réseaux sociaux. Merci d'échanger avec nous autres. On vous lit pas mal tout. Hein? Ouais, vraiment. Toujours avec des échanges, toujours tantôt spectaculaires, tantôt pertinents, tantôt drôles. Fait qu'on aime ça tout vous lire. Puis, hey, un petit effort de plus, gang. Là. On est proche d'avoir notre 5000 sur Facebook. Ouais. Sur notre page, let's go. Puis sur YouTube, allez vous inscrire. Là. C'est ça qui nous aide vraiment à continuer de faire un bon produit comme on essaie de le faire. Ouais, pour parce vous que autres. veut pas, ça vient avec le monde qui nous suit, les visionnements. Si on est capable de rentabiliser ce show-là aussi pour qu'il y ait une vie Va plus durer longue dans le temps, exact. que qu'est-ce qu'on veut, mais ça va être exactement ça. Puis c'est pas une question d'aller gratter, dans le fond de vos poches. C'est une question Non. de suivez-nous et là, il va y avoir du monde qui vont nous voir. Puis ça, c'est intéressant coûte pour les rien en partenaires. Exactement ça. Alors, on commence avec le premier round. Round 1. Premier round, Matt, oui, on va parler du combat de Usyk et Van Hoven, mais on va en faire à la fin du premier round, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. On va faire un petit recap sur ce qui s'est passé. Il n'y a pas eu de l'UFC, fin de semaine, zéro. Zéro. C'était un des rares UFC, un des rares samedis qui n'avait pas de l'UFC. Congé pour Patrick. Ouais, mais des fois, on dirait que je suis chez nous, je suis comme... Eh ben. Fait que qu'est-ce qu'on fait un samedi soir, d'habitude? Quand ta routine est installée de même, c'est vrai que ça Ouais. fait comme un vide. Ça arrive. Mais il y a eu PFL. Ouais. PFL à Bruxelles. Il y a eu quand même des affaires bizarres qui s'est passé un peu dans ce show-là. Le show. Joe Schilling. Joe Schilling, qui est un excellent combattant au niveau du combat debout, une légende en Muay Thai, une légende en K1. A tenté de faire carrière après ça dans les arts martiaux mix. Pas une fiche extraordinaire, 4 victoires, 7 défaites. Mais il s'est passé quelque chose de bizarre, Matt, là-dessus. Moi, sur le coup, je me demandais qu'est-ce qui se passait. Finalement, tu sais, son adversaire était dans sa garde. Ouais. Puis, apparemment, qu'il y avait un coup de tête. On le voit à la reprise, mais c'était pas... On dirait que la tête est comme arrivée proche du chest. Bref, Joe Schilling ne semble pas avoir apprécié du tout. Il a comme arrêté de combattre, Ouais. s'est levé debout, puis il a fait, excusez le terme, fuck that, moi je m'en vais d'ici. Ben, c'était la deuxième fois, dans le fond. Oui. Tu sais. Puis son adversaire, c'était son premier combat professionnel, Donegui Abena, premier combat professionnel. Il était dans la garde. Là, on les a remontés debout. On a donné un avertissement à Abena. Puis, qu'est-ce que Schilling n'a pas apprécié, c'est qu'on a remis dans la même position après, au qui était sol. particulier. Ça, je comprends ça, Ouais. par exemple, parce que si tu donnes une faute à quelqu'un, tu peux 100%. pas... Puis, il a redonné un autre coup de tête. Mais là, on s'entend, là. Ça s'est pas passé au deuxième, au troisième round, là. Ça s'est passé à 36 secondes du premier round. Le combat venait de commencer. Puis Joe Schilling se lève, dit « Hey, fuck that, moi, je m'en vais d'ici. C'est pas vrai que je vais me battre dans ces conditions-là. » Bon, j'ai trouvé ça un peu excessif. Là, Moi personnellement, aussi. écoute, des Honnêtement, headbutts, ça là. arrive, là, comme des high pokes. Là, des fois, tu te fais high poke, ou même les coups au parti. Des fois, tu peux en avoir 2, 3. Mais à un moment donné, là, t'en aller chez vous, là, ça me fait penser quand t'es TQ au hockey, là, puis tu joues dans la rue. Ok, je m'en vais avec mes buts finalement, là, je pars. T'sais, arrête, là. T'sais. J'ai trouvé ça un peu plate. Enfantin. Enfantin. Ah ouais. Puis, tu sais, mettons, sa cote auprès de l'organisation, j'imagine qu'elle n'a pas augmenté. Hein? Non, puis il n'y a pas une grosse fiche non plus. 4 Non, victoires, 7 voilà. défaites. C'est pour un gars qui est quand même assez une grosse légende en C'est combat une légende debout, du là, combat ouais. debout. Mais les arts martiaux mixtes, c'est un autre animal à apprivoiser. Hein. Le Français Taylor Lapillus qui a gagné par décision 6 victoires de suite pour Lapillus. Puis on avait parlé la semaine passée, il y avait eu quand même une bonne run à l'UFC, une fiche de 3 victoires et une défaite, 2 victoires consécutives à la fin, mais on l'a juste pas re-signé. Il est parti sur une séquence de victoires, il était sur 2 victoires de suite. On a décidé de le laisser aller. Oui, c'est 3 victoires par décision, mais il reste que une fiche de 3 et 1 à l'UFC. Fiche positive, puis dans des catégories de poids qui sont pas si profondes que ça quand même. Là. Tu sais, t'as pas
50 combattants à ce poids-là dans le roster du UFC. Mais vois-tu, il a encore fait un excellent travail. Comme je rappelais la semaine dernière, c'est un gars qu'on a vu à l'époque à TKO. TKO, il était champion. Qui a été champion TKO. Des fois, l'UFC, peut-être que PFL il a offert tout simplement plus à l'époque. À la sortie de son contrat, peut-être que le UFC, on dit écoute, tu viens de nous sortir des décisions, on t'offre encore un 20 plus 20. Peut-être que PFL est arrivé, hey, nous autres, on t'offre 40. Ouais. Ça se peut. Un truc de genre, mais très bien sorti. C'est un excellent combattant. Ben oui, c'est un bon combattant de Muay Thai, c'est un bon combattant debout, il a une belle technique. Il est longiligne quand même. Il manque peut-être d'instinct de finition. Ouais. C'est peut-être ça qui court un peu à sa perte au niveau peut-être de reconnaissance un peu, parce qu'il n'y a pas de gros highlights, mais c'est un excellent combattant, tu as bien raison. Benson Henderson, qui revenait à la compétition depuis 2023, avait perdu face à Ousmane Nurmagomedov, s'était fait soumettre au premier round, revient après 3 ans ou presque. Ça n'a pas mieux été. Ça n'a pas mieux été. Je pense qu'on vient vraiment de voir la fin d'une époque. Là. Je pense qu'il était déjà terminé depuis longtemps. Mais ouais, il s'est fait knocker en dedans de 20 secondes. Non, t'as peu. Ouais, il s'est fait knocker en dedans de 20 secondes. Pas un gros knockout quand même. La chute, là, il s'est bien fait clipper rapidement qu'un crochet. Tu sais, l'affaire, je veux bien croire Benson Anderson, ça a été champion de l'UFC. C'est un grand nom dans les arts martiaux mixtes. Ça a été un bon champion. Ouais. Mais tu sais, il arrive en fin de carrière. Ben, il est en fin de carrière, il est vieillissant, puis on lui donne un solide prospect. Moi, m'impressionné. Tu sais, Patrick Abirora, là, il est 9 victoires, 0 défaites, 8 KO, 7 au premier round. Ouais. T'es comme, OK, là, on envoie Benson Anderson à l'abattoir. À l'abattoir, c'était carrément c'était pour monter un talent local, on s'entend. Puis tu sais, ça a été un beau showcase pour lui. Mais ouais, ça n'a pas été un cadeau. Puis il va être à surveiller, ce nom-là. Honnêtement. Ben oui. Pour le peu de temps que ça a duré, tu voyais qu'il était très crisp. C'est un belge, si je me trompe exactement. pas. Là, très, très compact debout. Non, c'était impressionnant. Vraiment. Ouais, ça va être à suivre Lapillus et Abirora dans les prochaines cartes de PFL qui se passaient à Bruxelles. UFC BJJ 8. Ouais. Ça s'est passé jeudi passé. Exact. Donc, pas une grande surprise. En finale. Mikey qui soumet son adversaire quand même rapidement. Kevin Danzler, comme j'avais dit. Puis là, ça a commencé à sortir dans les commentaires. Là, les gens sont quand même, OK, quand est-ce qu'ils pognent des champions ou des Danzler avait quand même battu de Valishvili à son dernier combat, mais c'était un peu un pétard mouillé un peu. Oui, puis c'était à CFFC. Ouais. Puis je l'ai regardé ce combat-là en plus, puis c'était brouillon. C'était vraiment. Valishvili, c'est un lutteur, là, 100%. Ouais, puis là, Danzler, il a fait travailler un petit peu au sol, mais c'était pas une grande victoire non plus. Non, c'est ça. Fait que, bref, non, mais il avait bâti beaucoup sa renommée là-dessus pour ça qu'il est allé se battre en finale là. Essayer de nous faire avaler cette finale-là qui, honnêtement, je veux dire, n'était pas super pertinente, pour vrai. Là. Le reste de la carte, ça a été bien, mais ce combat-là. Puis Mikey était quand même critiqué parce que il a combattu malgré un staph infection, une infection de la peau, très répandue dans les sports de contact. Ce qui est contagieux. Très contagieux, puis il n'avait un bon quand même. Là. Les photos sont sorties. Il s'est d'ailleurs ramassé à l'hôpital tout de suite après. Là. Ouais. Puis il a passé une journée ou deux à l'hôpital. T'as vu, il est allé en conférence de presse, il a fait conférence de presse, puis après ça, Claudia Gadella est arrivée après, puis elle voulait même pas toucher à la chaise. Elle a fait le tour de la chaise. Alors, fuck that. Quiconque a fait de la lutte ou du jiu-jitsu sait que ça t'arrive quasiment toute une fois au moins dans ta vie, puis t'en as qui sont comme plus propices à l'attraper. Des ringworms ou de la staph. Exactement, c'est terrible. Ça peut aller loin, là, ce type d'infection-là. Fait qu'il était quand même critiqué, puis dans notre communauté du jiu-jitsu, c'est comme une loi non écrite. Tu traînes pas, tu t'entraînes pas. C'est un respect. C'est un respect. Tout à fait. Même si tu mets un bandage 8 pouces d'épais par-dessus, c'est pas conseillé. Ouais. Fait qu'il y a eu ça, mais encore une fois, travail rapide de Mikey qui termine son adversaire avec un heel hook, encore une fois. Un peu en variation Mikey Lock, là. Bref, belle soumission. Mais là, le monde commence à être tanné. Oui, tout le monde est tanné, puis tu sais, c'est bien beau, il est drôle à peser, puis... il est drôle, est-ce que ça... OK, ça a été drôle. Là, c'est le Est-ce que là, c'est comme... OK, là, la joke a passé. Puis on n'enlève rien à son talent. Ben non, c'est jamais ça qu'on parle. Sa personnalité, à un moment donné, tu dis... OK, là, tu sais, ça peut être sérieux à un moment donné, puis donner quelqu'un qui on sait que peut-être... Est-ce qu'il y en a un? Tu sais, toi, tu connais plus ça que moi, le monde du jiu-jitsu. Est-ce qu'il y en a un présentement qu'on pourrait le mettre face à Mikey qui pourrait lui donner de la misère? Bien sûr qu'il y en a. Puis tu sais, je veux dire, il y a eu des excellents combats contre Diego Pato. Il l'avait soumis, mais c'était un bon combat parce que c'était un rematch. Dans sa catégorie de poids, il y a beaucoup de bons talents.
Mais encore là, il faut réussir à les attirer à l'UFC BJJ puis les payer. Contrat exclusif, tu disais que c'est un gros problème aussi. Là. C'est un gros problème, mais là, vois-tu, je pense que tout le monde commence tranquillement à se rapatrier vers le UFC BJJ. Il y a une rumeur que Craig Jones ne tiendrait pas Craig Jones Invitational 3, justement parce que là, il y a de la misère à signer. Parce que les gars, dès qu'ils signent avec UFC BJJ, ne peuvent pas venir. Ouais. Ça commence à être compliqué, là, honnêtement. Fait que bref, oui, Mikey, c'est ça. On a hâte de le voir contre quelque chose de plus concret, si on veut. Okay. Les autres résultats de la carte? En demi-finale, sans surprise, c'est Kassia Moura qui bat Sabrina Gondim par rear naked choke. Elle est très bonne, Kassia Moura va être C'était serré, ça. Ouais, c'était tout un rear naked choke. Là, c'est une championne qui va être là longtemps, très dominante. Fait que ça, c'est excellent ici. C'était le retour de William Tackett aussi, qui revenait d'une défaite. Écoute, il n'a pas perdu son temps. Soumission par Hill Hook contre Remmar. Dominant. Je pense que William Tackett, sa défaite, c'était peut-être un speed bump sur sa carrière. Là, wake-up call. Exactement, un wake-up call. Va revenir, mais très dominant. Puis, comme j'avais parlé... Les deux Québécois, les frères Curlistane, Liam et Ethan. Ethan étant le plus connu, le plus vieux. Écoute, les deux, ils ont donné un gros show. Ouais. Ils ont pratiquement eu le même finish, rear naked choke. Eux aussi, serré. Si vous allez voir celui de Liam, le plus jeune des deux frères, son choke était deep sans mâchoire. L'adversaire tapait rapidement. Les deux ont fait un statement. Les gars étaient bubbly quand même. C'était nice. Là. Tu voyais qu'ils étaient là pour compétitionner, donne un show. Ethan, après, qui est allé d'un envolé, peu importe qui va être le champion de cette division-là, je suis là. Ça, c'est du bonbon. C'est vendeur. C'est vendeur. Il termine. Ça va être excellent pour UFC BJJ. Tu sais, on s'en parle souvent. Moi, quand on dit tu donnes le micro, tu as l'occasion de lancer un défi. Dis pas, moi, je vais me battre contre celui-là qu'on va me donner. Non, dis quelque chose. Peux-tu? On va pas te donner le micro d'abord, là, tu sais. Provoque quelque chose. T'es pas obligé d'envoyer chier personne, là, mais provoque quelque chose. Ça c'est vendeur. C'était provoquant, mais respectueux en même temps. C'était le fun, tu sais. Puis ça, c'est un peu la vibe de son équipe. Là. Anciennement BT, maintenant c'est Simple Man. Ils ont cette espèce de vibe ludique-là où ils donnent un show, les gars. Ça va être très bon. On en a besoin parce que les dernières cartes n'ont pas été mauvaises de UFC BJJ, mais il manquait un peu de oomph, on va dire. C'est pas Mikey qui va challenger du monde de façon spectaculaire. Là. Tout à fait. Fait que bonne carte dans l'ensemble. La prochaine carte, 4 juin. Ouais, 4 juin qui est jeudi prochain, ça vient vite. En gagnant finale, il va y avoir Mason Fowler, le champion en titre chez les lourds légers. Contre Devante Johnson. Je pense que ça va être un très bon combat, ça. Devante Johnson, bon adversaire. Puis Fowler qui va défendre son titre pour la 3e fois, je pense. Toujours un combattant excitant à regarder. Sur la carte, ce qui va être très, très, très intéressant, c'est Gilbert Burns. Les débuts de Gilbert Burns. Ouais, tout fraîchement à la retraite. Maintenant, ressaute dans l'arène du Jiu-Jitsu. Il va affronter Orlando Montero. J'ai hâte de le voir. Ben, lui qui a été 4 fois champion du monde. Ouais, exact. Gilbert Burns. Tout à fait. C'était ça que quand il est arrivé à l'UFC, je l'aimais déjà, tu sais. Puis c'était tellement bien adapté, il était rendu avec un excellent debout à la fin, revient à ses anciens amours. Je pense qu'il y a le bon casting pour donner un bon show à UFC BJJ. Nick Rodriguez, la grande vedette, le $1 million grappler, comme on a l'appelé, contre Yao Nicolite. Puis aussi sur la carte, va y avoir Fillon Davis, la championne du monde, et contre Amanda Bruce. Nick Rodriguez, c'en a un bon exemple. C'est un peu un ancien best buddy avec Craig Jones, puis même lui a signé avec UFC BJJ. Ouais. Fait que à un moment donné, tes têtes d'affiche, quand ils sont rendus affiliés à gauche et à droite, ça devient tough. Même si tu mets un prix d'1 million, on t'offre 100 000 par combat dans l'UFC BJJ, si t'as y pensé. C'est sur un contrat. T'sais. Ben, c'est ça. Si c'est un contrat à long terme, voilà. Ta chance de gagner 1 million, il faut que tu passes tout le monde. Oui, puis ça vient avec l'exposure du UFC. Ça vient avec les fameuses 3 lettres que tu parles souvent. Que ce soit du UFC BJJ ou UFC. Tu es affilié à cette compagnie-là. C'est bien construit. Vraiment. L'UFC, ben beau dire n'importe quoi. Ils construisent des affaires solides. Juste le power slap. Là. Tout le monde niaise avec ça. Dana White a dit c'est l'affaire la plus lucrative que j'ai signée de toute ma vie. Je l'ai vu, cette entrevue-là aussi. C'est fou. De la manière qu'ils ont bâti. Il dit moi, j'ai vu ça en Russie. J'ai fait 2-3 appels. J'ai appelé Lorenzo Fertitta et son frère, Frank. Il dit moi, je vais acheter Power Slap. On va faire de quoi avec ça? Besoin d'1 million de chaque. Ouais. On va mettre 1 million, moi, tout. Ils ont acheté ça pour 3 millions. Aujourd'hui, ça vaut des millions et des millions. Il dit vous avez aucune idée comment que ce show-là rentabilise. C'est incroyable comment on fait de l'argent avec ce show-là. Le retour sur investissement est comme ridicule. Hein? Puis c'est ça, on rit souvent de Power Slap, moi le premier. Puis c'est un peu ce que Dana White disait avec les lignes. Personne ne se lève mercredi pour écouter son Power Slap le soir.
Mais qui ne le regarde pas dans des clips? Exactement. Puis c'est avec ça. Monétise ça au bout, man. Puis même Power Slap, j'ai déjà regardé un début de gala, là, genre 10 minutes. Ben, c'est un peu la même signature qu'un gala d'UFC, qu'un gala d'UFC BJJ. C'est bien fait, c'est bien construit, c'est pro, il y a un analyste. C'est propre. C'est propre, exactement. Pour quelque chose de complètement barbare, mais c'est quelque chose. L'environnement visuel est beau. Puis, comme tu disais, ils sont juste avec les réseaux sociaux, ils sont capables de monter des... Tu sais, moi, je suis pas ça, mais ceux qui suivent Power Slap, il y a des vedettes là-dedans. Là. Oh, oui, c'est ça, exactement. Je pense qu'il y en avait un avec les bottes de cowboy. Écoute, whatever works quand ça fait de l'argent, voilà. Ben, c'est ça. Il paraît que ça en fait pas mal. Ceux qui ont fait bien de l'argent, on parlait de 100 millions pour Usyk et 15 millions pour Van Hoven. Combat de boxe très attendu, en fin de semaine, devant les pyramides. De un, parle-moi du setup. Setup devant les pyramides. On s'arrêtait pas de s'envoyer des reels, moi pis toi, là, de ce qui sortait. J'ai regardé ça, je suis comme... C'est sûr. Là, on a repoussé les limites, là. C'était de toute beauté. Ce qui était cool, c'est que les visuels qu'on voyait dans la journée, tu voyais un peu plus clairement les pyramides. Ouais. Puis là, je me demandais, mais de soir, on va-tu voir quelque chose? Ils ont illuminé comme les pyramides, t'es voyais en arrière. C'était spectaculaire. Man. L'entrée, les combattants rentraient face aux pyramides. Ouais. Écoute, là, pense au feeling. Ben, yes. Tu crois dans l'Empire à l'époque, puis tout. Pensez, t'as tes gants de boxe dans les mains, ton trunk, puis là, tu marches, tu vois les pyramides. Tu peux même pas rêver de ça, enfant. Non, exact. Puis tu sais, même pour des combattants comme Usyk et Van Hoven qui se sont battus partout dans le monde, des combats de championnat du monde, des gros moments. Ouais. Ça, ils n'ont jamais vécu ça. Not even close, comme on dit. Il faut que tu prennes 2 secondes pour réaliser, tu marches. Hey, fuck. C'est une pyramide. OK, good. Non, on y va. Il faut... On en reparlera de tout le combat, mais tu sais, Usyk a gagné sur les genoux, comme ça, tu sais. Ça faisait comme partie du moment. Là, moi, je juste pensé aux pyramides en background. C'était malade. Là. Parlons-en du combat, justement. Ça fait jaser, en tout cas. Ben, écoute, on va en jaser parce que nous autres, sur papier, évidemment, on regardait ça puis t'es pas supposé avoir de combat. Ben non, mais les cotes techniquement, les cotes étaient épouvantables du côté de Usyk et avec raison. Ben oui. Son palmarès de boxe, du côté de Van Hoven, premier combat de boxe professionnel. Van Hoven est arrivé, il était beaucoup plus gros. Il y avait cet aspect-là qui pouvait peut-être. Oui, mais. Parler en sa faveur, mais. Une boxe de kickboxer face à une boxe de boxeur comme Usyk. Sur papier, avant que le combat arrive, on était là, puis tout le monde était de la même. Il n'était pas supposé avoir de combat. Le show, c'était les pyramides, on s'entend. Exact. T'sais. Mais, coup de théâtre. C'est là que tu vois, hein? Coup de théâtre. Van Hoven est arrivé là avec une confiance de pouvoir gagner ce combat-là et il l'a gagné. Il l'a gagné, puis écoute, je me rappelle, encore là, je pense que tu l'écoutais tout ça en simultané. À un moment donné, je t'envoie le scorecard de la télé. Je dis, hey Pat, c'est en train d'arriver, stick. Je pense qu'au 7e, il avait gagné un round Usyk en affaire du genre. C'est Mike Coppinger. Mike Coppinger, qui est le chef, le rédacteur en chef du magazine The Ring. Fait qu'il connaissait un peu, là. Tu comprends? On a vu quelques-uns. Fait que lui est rendu au 11e round. Il y avait 8-2. Il dit, c'est soit 8-2 ou 9-1 pour Rico. Ah oui, puis c'était ça aussi. Il s'est trompé de nom sûrement. Là, je checkais les cartes. Ben non. C'est que Usyk avait gagné 1 ou 2 rounds dans les 10 premiers. Puis c'est vrai. Oui, moi je l'écoutais. Puis on a parlé de d'un combattant similaire, pas le même style, mais tu sais, des combattants difficiles à se battre contre tellement qu'on dirait simple. Un peu à la Sean Strickland. Rick Hoven rentrait bizarrement, frappait bizarrement. Pas un style orthodoxe. Zéro, que tu peux pas imiter. Donnait beaucoup de mots de tête à Usyk. Puis, de par son physique, Usyk trouvait pas la porte d'entrée pour essayer de rentrer. On sait comment Usyk, techniquement, il est bon. Là, ça marchait pas. C'était comme s'il se battait contre un gorille. Hein, il était pas capable de passer son uppercut non exact. plus. Ça rentrait vraiment bizarrement. Mais... Tu sais, t'aimes utiliser cette expression-là. C'était peut-être pas chic, mais ça marchait en tabarouette. Ouais. Puis écoute, là, round après round, j'étais comme, ben voyons donc, encore un round. Puis Christy, là, on va parler de la fin du combat. Au 11e, Au 11e. Mais je comprends que Rico soit pas content. Là. Écoute, il y a bien des affaires là-dessus, OK? Ouais. Puis, au 11e round, il arrive, même les commentateurs qui étaient confus. Usyk fait une charge, passe un uppercut, genou au tapis pour Rico. Ouais. Et là, par la suite, il y a eu un barrage de coups. La cloche a été sonnée. Ouais. Et là, l'arbitre s'est interposé après la cloche et a décidé d'arrêter le combat. C'est ce qui est arrivé factuellement dans l'action comme telle. Une chose que moi je veux dire, c'est que
quand même, quand Usyk a couché ou a ébranlé Van Hoven, ça n'a pas pris 8 secondes avant qu'il revienne Van Hoven. Ça a pris un bon 30 secondes, là, parce qu'on est allé dans son coin, mis le mouthpiece. Oui. Tu sais, il y a ça aussi. Fait que, tu sais, tu fais un petit peu l'avocat du diable. des choses. Okay? Après ça, tu as l'arbitre qui est là. Évidemment, Usyk qui voit qu'il peut finir le combat. Qui sonne, qui frappe. Mais Rico est encore debout, là. Il n'est pas prêt de tomber. Puis on sait que, tu sais, on attend la clap 10 secondes avant que le round finisse. Et l'arbitre sait que le round s'en vient. Ouais. L'arbitre dit qu'il n'a pas attendu la cloche. Tu peux pas, ça. L'arbitre, c'est... j'ai oublié d'écrire son nom. Peu importe. Il arbitre depuis 2009. Il y a 1158 combats arbitrés. Pas une recrue, là. Là, arrête de me niaiser que tu n'as pas attendu la cloche. Ça se peut comme pas. Mais non. Ça se peut comme pas. Puis, bon, là, malheureusement, ça relance tout le débat. C'était-tu arrangé, puis tout, comme à chaque fois qu'il y a quelque chose de controversé ou serré. Mais ça a mal paru. Honnêtement. Oui. Autant, comme tu dis, le 30 secondes de break que Rico a eu, autant le finish, l'arrêt de l'arbitre, qui, à mon sens, à moi, ne fait aucun sens. À mon sens, à moi, il ne fait aucun sens. Non, c'est ça. Mais qu'est-ce qui fait aucun sens aussi? C'est les cartes des juges officiels. Oui. On avait deux. Là, le drame, il est là. C'est ça. Tout le monde, quand il y a ces cartes officielles-là, des juges sont sortis. Qu'il y a un gars qui est Pascal Brocopio qui est là-dedans, qui est un des plus connus parce qu'il fait aussi des arts martiaux mixtes. Il y avait deux juges qui avaient un combat nul. Rendu là, au 11e. Là, tout le monde. Ben, voyons donc. Tu peux pas avoir regardé ce combat-là puis impossible. Être en nul. Là. Puis encore une fois, c'est plate, mais la maudite politique, puis les combats arrangés, puis tout ce qui est louche dans la boxe refait surface encore une fois. À chaque fois. À cause de ça. Reporte-nous avant Noël, même un peu après, comment qu'on n'arrête pas, toi puis moi, de dire « Maudit, la boxe, on aime ça, mais elle se tire dans le pied tout le temps. » Puis, je te dis, la boxe a comme eu un deuxième souffle depuis janvier. Les combats d'envergure s'enchaînent. Le modèle d'affaires est en train de changer. Tu vois que là, on a les combats qu'on veut. Les cartes sont un peu plus consistantes aussi. Tu n'as pas juste un main event, tu as des co-main events intéressants, même des fois des sous-co-main events. Puis là, arrive une affaire la même. Calisse, c'est plate. Ouais, c'est plate. C'est vraiment plate parce que là, puis je lisais beaucoup de commentaires. Tout le monde t'en calisse. Tout le monde trouve que c'est un scandale. Ben, clairement. Puis dans ce combat-là, tu peux pas te faire sauver par la cloche. Non. Mais tu peux donner un compte après par la cloche. Absolument. Mais s'il a dit qu'il n'a pas entendu la cloche, ben, ça fait pas de sens, c'est pas grave. Sauf que je te ramène, je sais pas si tu t'en souviens, je te ramène Usyk et Fury. Ben oui. OK? Ouais. Hey, combien de chances qu'on a donné à Fury il était dans la chaloupe, là, il s'était amené de même, il était plus capable de tenir debout. Ouais. L'arbitre qui restait au centre du ring, puis Usyk qui swingait, puis quasiment un bras croisé, genre Fury qui passait d'un coin à l'autre, qui a de la misère à se tenir debout. Pas de problème. Non. Laisse-le aller, il tombera, mais qu'il tombe. Rico, un peu ébranlé. Tu sais, il était ébranlé, mais je sentais pas que les genoux étaient sur le bord de tomber net. Là. Il penchait dans les cordes un peu, mais pas de là à l'arrêter. Là. Est-ce que, d'après toi, j'ai lu ça à quelque part aussi, est-ce que, d'après toi, on veut pas que quelqu'un d'un autre sport vienne prendre notre sport? C'est chauvin, la boxe. Là. Fait que, tu sais, un gars de kickboxing qui arrive, qui bat un des plus grands champions poids lourds, non, on veut pas ça. Puis, j'ai tendance à le croire quand que je vois la carte des juges officiels. Oui. Je suis comme... Je vous rappelle qu'il y a toujours deux façons de suivre les contenus de KO Sport, soit en s'abonnant au ko-sport.tv. Vous avez droit à différentes primeurs, des offres spéciales, des rencontres avec les animateurs de la station. Sinon, vous pouvez toujours nous suivre sur YouTube. Alors, abonnez-vous à notre chaîne. À bientôt! Ah non, prenez pas pour des caves, là. Ouais, ça n'a aucun bon sens, là. Ces trois juges-là, clairement, soit qu'il y avait un mot d'ordre. Un mot d'ordre, un parti pris. Ça fait pas de sens, là. Ça fait pas de sens. Ça me rappelle Ngannou contre Fury. Mm-hmm. Il y a bien du monde que la carte des juges, les gens la remettent en question. Ben oui. Puis comme je disais. Encore une fois, c'est la même affaire. Quelqu'un d'un autre sport de combat qui vient. Ça se peut pas qu'il vienne battre notre champion poids lourd, tu sais. La boxe, c'est chauvin. Puis tu sais, les puristes de la boxe disent souvent que c'est le seul noble art en arts martiaux. Puis toute l'équipe, c'est le plus dur. Puis non. Fait que oui, il y a comme un parti pris très politique. Puis c'est ça qui arrive quand t'es encore là pour alimenter les sceptiques. Tu sais, quand t'annonces des combats d'avance. Là. Bon, ben après tel combat, ben moi je pogne l'autre après. Fait que ça laisse place au doute. Ouais.
Je suis d'accord. Quand il arrive de quoi, comme ça n'aurait pas dû arriver, techniquement. Là. Tu sais, mettons, factuellement, tu regardes Usyk, Rico, mais non, Usyk va le traverser. Ouais. Oups, il arrive quelque chose du genre. Il y a un combat d'annoncé déjà, je sais pas moi, en septembre. C'est sûr que la machine à rumeurs part. Mais c'était un mauvais arrêt, puis le vrai scandale, comme tu dis, c'est les cartes des juges. Aucun bon sens. Là, Van Hoven va aller en appel. Ouais. Bon, on a rarement vu ça, que ce soit en boxe ou en MMA, quelqu'un qui va en appel puis qui gagne cet appel-là. Turkish là-bas qui a dit oui, on aimerait ça faire un combat revanche, sauf que là, le problème, c'est que la WBC a ordonné un combat présentement de Usyk face à Kabayel, qui est 27-0. C'est un Allemand qui est très, très bon. Ben oui. Donc, la revanche va probablement attendre. Bon. Même si c'est le money fight. On sait qu'il y a beaucoup d'argent en arrière. Peut-être qu'on va graisser la patte un peu. Là, vous allez dire, ah, t'es pas gentil de dire ça, graisser la... Ouais, mais quand je vois des affaires de même, j'ai plus le choix, encore une fois, de me dire, ben, c'est encore de même. Ça a mal paru. Ouais. Ça l'a très mal paru. Puis ça me rappelle justement en arts martiaux mix, là, quand tout le monde, il y a une décision serrée, puis les gens crient contre l'UFC. C'était arrangé. Hey, là, je pense qu'on avait de quoi de pas mal pire que ça. Ça peut pas paraître. Non, ça n'a pas bien paru. Ah, puis écoute. Puis c'est plate parce que... Des trucs du genre, on pourrait en ressortir à pelleter. Juste parce que ça me flash en tête. Floyd Mayweather contre Canelo. Floyd, là, aimez-le ou pas, il avait schoolé Canelo. Ouais. Je pense que ça avait fini 116-114. Voyons donc. Je me souviens, Dan Raphael, à l'époque, avait déchiré sa chemise, là, qui était un des analystes de Ring Magazine. Fait que bref, des trucs comme ça dans l'histoire de la boxe, il y en a tout le temps. Comme s'il fallait protéger ses vaches à lait. Tu sais, puis là, nous, on est des amateurs, puis on dit ça, mais moi, j'ai lu des experts en boxe. Tu sais, juste lui que je vous disais tantôt, Mike Coppinger, qui est le rédacteur en chef de Ring Magazine. Ouais. Pas juste lui, mais tout le monde qui sont des experts, des journalistes en boxe, travaillent des médias en boxe depuis des années et des années. Il n'y en a pas un qui a dit... C'était serré plus que ça. C'était serré plus que ça, ou ben non, c'était un bon arrêt, ou ben non, tu sais, la cloche a sonné. On l'a entendu. C'est pas un combat au champ de Paul Sauvé, là. Non. Tu sais, qui n'existe plus depuis 100 ans, là, mais tu sais, bref, tu peux pas avoir l'arbitre qui n'a pas entendu la cloche. Bref, l'erreur est humaine, ça me dit, ça, on va mettre ça dans le doute, mais comme je te dis, le scandale, c'est la carte. Mais c'est la carte des juges. Tout le monde était confus, même les commentateurs, puis c'est plate, parce que, tu sais, ça met un nombre sur... Le beau show que c'était. C'était un très beau show. Mais d'un autre côté, Van Hoven est allé chercher de la sympathie divine. Pour lui, c'est sûr que de quoi que ça vient pour lui. Il a perdu, mais il n'a pas perdu. Mais non, il n'a pas perdu. Hey, sa valeur, là, a monté, mon gars. C'est maintenant le People Champ. C'est ce qui vaut bien plus cher. Oui. Puis, tu sais, il va avoir une revanche, comme tu dis. Ben, je serais surpris qu'il n'y en ait pas. Il y a trop d'argent en arrière de ça. Si tu veux faire de l'argent, faire revanche. Ouais, sauf que là, on parlait de faire Fury contre Van Hoven. Pas Fury, excuse, Ngannou contre Van Hoven. Why not? Ça pourrait être le fun. Ben, ça pourrait être le fun. Plus intéressant, en tout cas. Ça pourrait être le fun. Ouais. Mais imagine que tu fais Ngannou contre Van Hoven, puis ça attire plus que deux vrais boxeurs, mettons, là. Hey, la boxe va... va graffiner. Non, chatteur est le bon terme, là, tu sais. Bon, fait que... Mais c'est ça. Tu sais, on savait que ça allait donner un show, mais on savait... Moi, j'étais à terre, là. Quand j'ai vu le combat aller, j'étais comme, mais voyons donc, man. Mais encore là, parlez-en bien, parlez-en mal, ça a fait parler. Ça a fait parler de la boxe beaucoup. Puis dans l'ensemble, tu sais, oui, tout le monde est comme dans la théorie de conspiration, mais les gens étaient contents du show, je pense. Là. Oui. C'était, comme je te dis, c'était un beau show. Mais puis juste avant ça, ben, on a fait une conférence de presse, on a présenté aussi Mbili et Canelo Alvarez. La photo est-tu hot, hein? Devant les pyramides. Ouais. Puis ça s'est quand même parlé en conférence de presse. Mbili qui l'a pincé un peu, qui l'a poké, il a dit que t'es trop vieux pour suivre mon rythme. Puis là, Canelo, il dit t'es pas Triple G, toi, là, t'es pas personne. Ouais. Ce qui n'est pas dans les habitudes de Canelo non plus, il était irrité. Ouais. Il a semblé pas aimer. Puis j'ai aimé l'attitude d'Mbili. Il a pas manqué de respect, mais il n'y a pas eu de complexe non plus. Tu sais, comme qu'on se disait la semaine dernière. Mais honnêtement, je pense. Tu sais, Mbili, moi, j'ai jamais vu en vrai, là. Ben, Canelo non plus, en fait. Là. Mais je pensais qu'il était beaucoup plus petit que ça, Mbili. Non. Il était imposant physiquement. Puis, tu sais, on avait parlé des clés de la victoire de notre. C'est s'imposer physiquement, puis de te brasser, de le bousculer. Et ne pas avoir... Il y a le physique pour faire ça. Là. Oui, et ne pas avoir de complexe. Puis, il a déjà démontré un premier pas dans cette direction-là. Justement, à la conférence de presse, tu vas me dire que c'est dans des mois, mais c'est déjà la guerre a déjà commencé. Tu le sais, la mental game. Ouais. Moi, j'ai beaucoup aimé son attitude. Dans le respect.
mais sans complexe. Ouais, ça va se passer à Riyad aussi. Je suis pas sûr, je sais pas si ça va être devant les pyramides. Là, Mexico versus The World, c'est ça? Ouais, quelque chose. Non, je pense que c'est ça qu'on voulait faire, mais je sais pas si ça va Mais se maintenant, faire. j'ai revu de quoi passer. Faudrait checker, mais en tout cas, ça se passe le 12 septembre. Ça, c'est sûr, à Riyad. Un choix à refaire devant les pyramides. Ah, ben oui. Je pense que ça a été un succès, honnêtement. Toujours touché un peu de faire un show dehors. Oui. Puis là, c'est un gros problème avec la Maison-Blanche, là, présentement. Hey, t'as vu? Là, quand c'est pas les bébites, c'est la chaleur. Là, on commence à... L'année passée, au mois de juillet, il faisait 100 degrés Fahrenheit. 100 degrés Fahrenheit. Non, Fahrenheit. C'est Fahrenheit. Mon sur place. Mais il reste que, même Joe Rogan, il dit, moi, j'ai peur qu'un combattant perde à cause d'un coup de chaleur, à cause qu'il fasse trop chaud. Ouais. J'imagine qu'on va mettre... Je peux pas croire qu'on va mettre... J'ose croire qu'il va y avoir de la climatisation ou quelque chose. Mais là, il y a les bébites que je t'ai envoyées. Là. Il y a des gros bugs, des infestations de baies. C'est ça, faire un show dehors, c'est pas évident. Là, ils ont parlé qu'ils voudraient mettre des grosses fans pour comme éloigner les bébites. Mais tu sais, Joe Rogan disait, hey, c'est des méchantes grosses bébites. Là. Oh, non. T'envoies pas ça. Mais oui, comme tu dis, il y a une complexité à faire un show dehors. Là, vois-tu, ça avait l'air plus facile dans le désert. Je sais pas c'était quoi la température, j'ai oublié de checker la température le soir, mais c'est beaucoup moins chaud, je pense. Là. Fait que, mais le visuel, tout. Mais c'est intéressant dehors. Écoute, à très petite échelle, ça me rappelle quand j'allais voir des galas au Stade Uniprix de gym. C'était écœurant. Ouais. Tu sais, c'était dans un court de tennis. Ouais. Imagine-toi donc là-bas. On va repousser les limites encore une fois. Puis on va toujours continuer à repousser les limites, mais là, à maintenant... Hey, je vous dis, prenez mes mots. Un jour, ça va être sa lune. À la muraille de Chine, on va faire toutes les... Dans le Grand Canyon, on va toutes les faire. Là. Mais non, mais les merveilles du monde, t'es fait toutes. Ouais, ce serait malade. Allez, on s'en va au deuxième round. Round 2. Deuxième round, Matt, qu'est-ce qui s'en vient? L'UFC, ce week-end à Macao, en Chine. C'est sur Fight Pass seulement. Il n'y a pas d'UFC encore une fois sur TVA Sport cette semaine. Mais si vous voulez l'écouter, levez-vous de bonne heure parce que les préliminaires commencent à 4h du matin, samedi matin, et la carte principale à 7h du matin. Gros combat principal quand même. Song Yadong face à Davison Figueiredo. Song Yadong a perdu son dernier combat face à Sean O'Malley. Pas une grande performance. Je pense qu'il faut qu'il sorte fort là, pour faire... je pense qu'il... Je veux pas dire qu'il faut qu'il excuse ce combat-là, mais il n'est pas sorti comme il aurait supposé être sorti. Ben, dans ce combat-là, il n'a pas non plus mal paru. C'était très serré comme combat, mais il n'a pas démontré l'étendue de son talent. Il a semblé gêné contre Sean O'Malley. T'as raison. Song Yadong, il est vraiment bon. Puis il est sorti un petit peu gêné. Fait que oui, là, c'est le temps. Puis je pense qu'il a le bon adversaire pour ça. Ben, Figueiredo a gagné un de ses 4 derniers combats seulement. Ça va pas bien. C'est un combattant qui est extrêmement talentueux, mais est-ce qu'il lui reste encore du gaz? C'est ça la question. Face à Yadong, qui est plus jeune, qui est explosif, qui a une boxe de fou. Moi, je pense qu'il n'y a pas de question là. Mais encore là, on ne sait jamais. Il peut sortir la lapin de son chapeau. On l'a vu avec le combat Usyk contre Rico. Mais Figueiredo n'a jamais semblé trouver son rythme à 135 livres. C'est vrai. Tu sais, ce qui faisait son avantage, c'est qu'à 125 livres, il était très puissant. Peut-être moins rapide, mais puissant. Mais là, à 135, sa puissance a plus disparu. Puis il n'est pas rapide non plus. Il n'est pas plus vite. Fait que c'est difficile. Puis Song Yadong, très talentueux. S'il sort comme d'habitude, moi, je pense qu'il va le traverser. Fait que c'est un combat super important pour les deux. Figueiredo, c'est peut-être sa porte de sortie. Il va peut-être s'en montrer à la porte après parce qu'il n'a rien démontré. Ouais. C'est un gros nom. Il coûte cher quand même, Figueiredo. Là. Coûte cher. Il n'a rien démontré. Puis perdre, c'est une chose, mais il n'y a pas des performances étincelantes. Non, c'est ça. J'ai hâte de voir comment il va réagir parce qu'il Yadong met beaucoup de pression. Ouais. En demi-finale, Ming Yang Zhang face à Alonzo Menefield. Combat violent. Attendez-vous à ce que ça va l'être. Ça risque d'être assez spectaculaire. Ça va être bon. Encore là, deux combattants, on peut dire favoris de la foule. Là, donne toujours un show. Les deux viennent d'une défaite, si ma mémoire est bonne. Ben, Zhang avait perdu contre Johnny Walker. C'était fait avec coup de pied dans les jambes. C'est vrai. Ça se tapait 12 victoires de suite quand même pour le Chinois. C'était un gros bonhomme quand même. Puis Menefield, un peu moins grand, mais ultra explosif. Mais lui tout, là, il s'est fait passer de knockout à son dernier combat. Ça se tapait 2 victoires de suite. Fait que les deux sont enragés. Là. Oui, ça, tout à fait. Pour prouver que leur fiche c'était pas un flou, si on veut. Mais ça va donner un bon combat. Autre combat à surveiller, Sergey Pavlovich face à Talisson Teixeira. Quand même un gros test pour Teixeira. Très intrigué par ce combat-là. Ah ouais, hein? Ouais. Parce que Teixeira, rappelle-toi sa dernière victoire contre Tuivasa. Ouais. C'était contre Tuivasa. Que tu sais, c'en était ridicule. Là, la pire démonstration de cardio de l'histoire, je pense. De Tuivasa. Mais Teixeira, rappelle-toi, a manqué de gaz là, avec. T'en souviens, les deux? Ouais, c'était pas chic. L'arbitre disait de se battre.
Teixeira a du talent, je pense, mais c'est sa condition physique qui me fait peur. Parce que je pense qu'il a tout le talent du monde debout, en tout cas sur ses 2 pieds. Ouais. Mais là, Pavlovich, tu peux pas dormir sur ce gars-là. Là. Une force de frappe immense, dévastatrice, très linéaire en plus. Ça va donner des feux d'artifice. Il est beaucoup plus technique que Derek Lewis qui a knocké Teixeira, sa seule défaite en carrière. Exact. Fait que ça rentre en ligne droite, ça peut causer du dommage. Il est sur 2 victoires de suite, Pavlovich en plus. Ouais, rappelle-toi, Pavlovich, à pleine 2 ans et demi, 3 ans, était dans les discussions pour le top 3 à 5. T'sais. Fait que ça va être vraiment intéressant. Un bon slugfest d'heavyweight. Bon slugfest d'heavyweight. Ouais, j'aime ça. Vendredi soir, au Casino de Montréal, Samouraï MMA, on en a parlé la semaine passée. C'est sold out. Je suis content de dire ça. Ça me fait du bien. Ça fait longtemps que c'est sold out. Ouais, et là, vous allez me dire, ouais, mais au casino, il ne rentre pas grand monde. Mais il rentre quand même à peu près 1000 personnes au casino. Autour de ça, mais au-delà de ça, les billets sont pas si donnés au casino, tu sais, je veux dire. Puis c'est plein pareil, parce que ça donne une belle soirée au Casino de Montréal. Je serai pas là au show, malheureusement, même si mon chum Johan se bat, j'avais un autre show de musique que j'ai réservé depuis longtemps, mais ça me fait mal au cœur, parce que tu vas au casino un vendredi soir, belle petite soirée, après tu vas là avec ta femme ou tes chums, va jouer un petit peu, il y a de la musique au casino à cette heure, en plus c'est super le fun, fait que ça donne de quoi d'intéressant. Je trouve les galas de MMA devraient quasiment tout le temps être là. T'sais, je sais que ça coûte cher à produire, peut-être qu'il rentre moins de monde, mais je trouve que ça donne vraiment un beau visuel. Ça donne une belle soirée, je trouve. Je sais pas jusqu'à quel point ça coûte plus cher aller au casino que de louer, je sais pas, la Tahu ou ben non, Slush Poppy, sans Slush Poppy. Slush Poppy doit être plus cher que ça, je suis certain. Tu sais, je sais pas quand. Aucune idée. Mais on va avoir en face à face à m'amener Daniel Lafont, il va venir nous jaser. Beaucoup de questions là-dessus, genre pour connaissance personnelle. Oui, absolument. En finale, Michael Dufort face à Jeremy Henry. Dufort qui est sur 3 victoires de suite depuis qu'il est revenu à Samouraï et a été vaincu. Il a fait un petit aparté à PFL. Cette semaine, on a Olivier Aubin-Mercier en notre face-à-face, puis il nous parlait comment que, écoute, je suis plus capable quasiment de tenir mon bout avec Michael Dufort. Là. Ça m'a surpris, ça? Ouais, tellement qu'il est solide, tellement qu'il est bon, qu'il est complet, qu'il est fort physiquement. Moi, je le sais, on a déjà roulé avec Michael, Michael Dufort. Michael Dufort, puis on sait qu'il est extrêmement technique. Est-ce que son éthique de travail avant était peut-être à discuter, mais maintenant, je pense qu'il est sur une mission. Ah oui, il est en mission de vie. Il est en mission là, d'aller finir ces combattants-là, puis d'aller se monter une fiche gagnante, de ne pas donner le choix justement à l'UFC. Je dis l'UFC parce que... C'est son rêve, il l'a dit. Ben oui, c'est son rêve. Puis il est rendu à une centaine de journées à demander sur les réseaux sociaux de le signer. Mais il provoque des affaires, il finit ses combats, il reste actif. Moi, je pense que ça va finir, le téléphone va finir par sonner. Au moins un contender. Le téléphone va finir par sonner. Moi, je suis pas mal sûr. Ça va être un remplacement, ça va être un contender, peu importe. Mais je souhaite de tout cœur, parce que, comme tu dis, là, en ce moment, il fait tout ce qu'il a à faire, tout ce qu'il a en son pouvoir. Ouais. Okay? Le demander 100 jours de suite et plus à Dana White de le signer avec les UFC, c'est drôle, c'est caricatural, mais qu'est-ce qu'il fasse d'autre? T'sais, au moins, il se tient relevant, puis il est là, il est d'en face, puis tant qu'il gagne ses combats. Puis en fin de semaine, il y a un adversaire, OK, avec une fiche dernièrement, peut-être, il est sur 2 défaites de suite, je pense. Il a gagné 2 de ses 6 de ses 8 derniers. Ce qui est ordinaire. Par contre, il a déjà battu Alex Morgan. Mais ça, là... C'est pas plus facile. Non, mais j'en ai parlé déjà, puis c'est vrai, puis il y en a qui vont pas me croire là-dessus, mais c'est la vérité. L'UFC s'en torche contre qui tu vas gagner. Pas vrai. Eux autres, il va avoir une raison de t'amener à l'UFC, puis de dire pourquoi qu'ils t'amènent. Fait que si Michael Dufort, même si son adversaire est sur 2 victoires à ses 8 derniers combats, il finit, puis là, Michael, il est sur 3 finishes de suite avec des soumissions. Ça, c'est vendeur. Des arguments qu'ils veulent. On le voit souvent, tu sais, comme Minev, là, il y a 2 semaines. Ben oui. Si t'as surveillé, t'es arrivé 7-0 à l'UFC. Mais on l'a amené à l'UFC, puis là, t'as vu, la marche est beaucoup plus grande. Il n'a pas performé comme on s'attendait. Mais on l'a amené à l'UFC. Pourquoi? Parce qu'il y avait une séquence de victoires, puis il avait fini ses combattants. C'est ça qui est vendeur. Fait que peu importe contre qui tu te bats, ça... Je veux pas dire que c'est zéro, mais ça change pas grand-chose. L'important, c'est ce que tu vas offrir à l'organisation pour te vendre. Fait que si Michael gagne encore une fois par soumission ou il termine le combat avant la limite, sur 4 finishes de suite, un Canadien, tu vois qu'il a fait des affaires sur les réseaux sociaux. Ça, c'est vendeur. Fait que c'est pour ça que je te dis que le téléphone peut sonner très rapidement, puis on s'en fout là, contre qui gagne. Ben, pour faire du pouce sur son argument, tu as 100% raison, parce que tu regardes en contrepartie un gars comme Tommy Morrison,
toujours invaincu. Ouais. Et incroyable, mais il est à 1 ou 2 finishes spectaculaires d'avoir un téléphone, mais il les a pas encore. Et là, dans le fond, toutes les raisons sont là. Ouais. Puis là, tu vois, son dernier combat, il est allé se battre à l'extérieur du Oui. Québec. Peut-être ça a fait du bien, un peu moins de pression. Tout à fait. Il finit à son adversaire, 11-0 maintenant, si je ne me trompe pas, Ouais. Tommy, qui retourne se rebattre à la même organisation, à la même place aussi. Tu sais, il l'avait dit en entrevue, je pense que c'était à l'Arena qui était allé en entrevue, puis il avait dit, écoute, on dirait que ça m'a enlevé beaucoup de ça m'a enlevé beaucoup de pression. Tu sais, j'étais allé là, on était allé avec mon équipe, on avait juste à faire le poids puis se battre. On n'avait pas besoin de vendre de billets, on n'avait pas besoin de faire d'entrevues. Et ça m'a vraiment calmé, puis tu as vu ce qui est arrivé, il a fini le gars au premier round. Je suis pas un secret des dieux, mais il est à peut-être un autre finish d'avoir le call. Fait que c'est la même chose pour Dufort. Ton argument est super bon. En demi-finale, notre chum Yohan Lainez, qui se bat à 195 livres, une coupe de poids plus facile, face à Giovanni Napati. 2 combattants puissants, Oui. on va se le dire. Oui, Lainez qui revient d'une défaite face à Jordan Mein. Je pense qu'il veut se pardonner à lui-même, ce combat-là. Je pense que oui. Hein? Il n'a pas sorti comme il voulait contre non. Jordan Mein, évidemment. Quand on perd, c'est jamais notre goût. Mais je pense pas qu'il va faire ce qu'il est capable d'offrir. Non. Puis il sait ça. Puis là, c'est son combat de rédemption vraiment. Là. C'est ce que je pense aussi. Il va affronter un gros cogneur quand même, Napati, qui est 4 victoires, 1 défaite à ses 5 derniers, dont 2 finishes, 1 soumission et 1 KO à ses 2 derniers combats au premier round aussi. Fait que Yohan va falloir qu'il soit alerte en début de combat. En fait, ce qui ressemble à Yohan aussi. C'est le même type de combattant. Fait que pour l'amateur, ça va donner des flamèches, tout ça. On souhaite tout le succès du monde à Yohan, évidemment. Son adversaire, Patty, je me répète, je pense que j'ai dit la semaine dernière, a déjà battu Joe Pyfer. Ouais. Qui est longtemps, très longtemps, mais quand même qui est champion. Pas champion, mais qui vient de battre Israël Adesanya. Faut que Yohan soit plus intelligent que son adversaire dans ce combat-là. Pas se lancer dans une guerre de coups. Mais Yohan a ce fighting IQ-là, je pense. Surtout si ça reste sur les 2 pieds. Yohan est capable d'étirer le combat juste assez au bon moment. Un peu comme il avait fait contre Pater Chuck il y a 2 combats. Avait été plus patient, avait réussi à timer son adversaire. 195 livres, je pense que ça va faire du bien aussi. Ces dernières coupes de poids sont toujours plus difficiles à Yohan parce que veut pas, il avance en âge, il a 34 maintenant. Il a fait des grosses coupes de poids dans sa carrière, Yohan. Fait que son corps réagit peut-être moins bien à 195, beaucoup moins de pression. Je jasais encore hier au gym, puis la déshydrate va bien. Il dit, hey, c'est le jour et la nuit, là. Il dit, j'ai genre 5 livres à couper. Non, avant, il coupait 18, 19 livres. Là. Exactement. Fait que ça va faire du bien. Fait que je souhaite tout le succès, mais mon petit doigt me dit, Yohan a l'air en forme. D'autres combattants en action, Chapu. Antoine Chapu. Chapu, exact. Un des beaux espoirs qu'on a ici au Québec, on va se le dire. Un gars qui est une tête ses épaules, qui parle bien, qui a de l'air d'être vraiment grindé sur son avenir en arts martiaux mixtes, qui comprend les enjeux de où ce qui est rendu dans sa carrière aussi et de ne pas sauter les étapes trop vite. Moi, j'aime en ce moment ce qu'il fait, là, comme on en parlait, il y a un show 2, tente de créer des choses. Il n'a pas dit ouvertement qu'il voulait se battre contre Michael Dufort, mais il dit... c'est les autres qui lui amènent à lui. Qui amènent à lui. Ben c'est sûr que je refuserais pas des petites histoires d'entraînement entre les deux. Il le fait de la bonne façon. Tu vois qu'il veut pas sauter d'étape, mais en même temps, il commence tranquillement à build up des combats à gauche et à droite. Il le fait très bien. Comme tu dis, il s'exprime bien. Il me fait penser justement à Tommy là-dessus. Il n'y a pas de squelette dans le placard. C'est un kid dédié à l'entraînement à 100%. Je pense qu'il fait que ça. Très cool. Le problème, peut-être ça va arriver à un moment donné aussi pour Chapu, comme pour Dufort, c'est qu'on va avoir de la difficulté à trouver des adversaires. Oui. Ça, c'est plate. Là. C'est le bout de plate. OK, tu peux te braguer, dire, il n'y a personne qui veut se battre contre moi. OK, c'est cool. Je travaille pas plus. C'est comme, ça me prend du monde là, pour travailler. Je veux pas divulgacher, c'est plus beau que dire spoiler. Je veux pas divulgacher l'entrevue avec Oli Aubin-Mercier tantôt, mais c'est un peu ce qu'il expliquait. Il est passé par là, lui, puis c'est Oli Aubin-Mercier. Il dit à un moment donné, j'ai plus personne me battre au Québec. Quand je tente PFL puis l'UFC, c'était difficile. Ces gars-là passent par là. En MMA, malheureusement, quand tu te ramasses avec une fiche rapide là, de 6-7-0, là, matchmaking est tough. Ouais. Là, les gars de l'Ontario puis de l'Ouest canadien veulent plus venir se battre contre toi. Parce que tout le monde veut protéger un petit peu sa fiche. Localement, même chose. Déjà que local, c'est tough faire des matchmaking. Fait qu'il faut que tu ailles à l'extérieur, t'expatrier un petit peu. J'espère qu'il n'arrivera pas ça, mais en ce moment, il fait toutes les bonnes choses. Là. Camilo Avelan, un autre super beau prospect, avec une grosse victoire, je pense qu'on pourrait parler de... C'est pas un combat pour la ceinture, mais... pas loin. On s'approche, exact. Ouais, je le verrai pas moi, loin. Je trouve Avelan, tu sais, Camilo, moi, je l'ai connu v'là très longtemps. Ce que moi, j'ai vu dans ce temps-là, jamais j'aurais misé
Ah ouais, hein? Rien de comment il est rendu aujourd'hui. Ça m'impressionne de voir l'évolution de ce gars-là, comment il est rendu bon aujourd'hui, comment il est complet. C'est un autre qui s'est dédié à 100% comme Chaput en arts martiaux mix, il a fait des bonnes choses, il est allé s'entraîner avec les bonnes personnes. Puis, pour vrai, là, de ce que j'ai vu au départ, puis ce que j'ai vu, ce que je vois aujourd'hui, c'est un des combattants qui est plus amélioré que j'ai vu de ma vie. Oui, vraiment. Même quand on le voyait sur la scène amateur, j'ai jamais roulé avec, mais je me suis entraîné en même temps que lui au H2O une couple de fois quand j'allais faire des tours là avec Yohan. Puis il avait l'air très bon, mais écoute, là, il a l'air encore vraiment meilleur. Un gars qui était issu du hockey, j'ai vu ça en entrevue la semaine passée. Il a joué midget 3A, Espoir, puis le kit, je pense. Fait qu'un excellent athlète, mais la conversion au MMA, c'est pas évident. Puis oui, il le fait très bien. Puis tu vois, il est dédié à sa carrière aussi. Lui aussi, je pense que c'est à temps plein ce qu'il fait. Ça fait la différence en tabarouette. Ouais. Tu sais, je veux dire, ça change tout. Puis tu vois, même dans son image de marque, tout, il le prend au sérieux. Tu sais. Tant mieux. Jenny Saint-Cyr aussi va tenter de mettre une deuxième victoire consécutive avec gagné ses débuts à son dernier combat. Ouais. Donc, ça fait du bien parce qu'il n'y en a pas beaucoup de Québécoises. C'est pas mal la seule en ce moment qui tient le flambeau. Là. Fait que, en tout cas, sa scène locale, tant mieux. Puis qu'il trouve des matchmaking aussi, c'est pas évident. Là. Non, exactement. Donc, ça se passe vendredi soir au Casino de Montréal. Ouais. On peut l'écouter sur Fight Pass parce qu'il n'y a plus de billets. Fun de dire ça. Regardez ça. Une fois, un petit 12$ Fight Pass à regarder la relève locale, là, c'est important. Oui, ça va être. C'est tout le temps des bons shows aussi. Oui. Puis, tu sais, Michael Dufort, peut-être, prochain combattant québécois. À l'UFC. On ne sait jamais. Le retour de Dimitri Bivol. Ça va faire du bien. Face à Michael Effer. On parle d'un combat de remise en forme. J'aime pas ce terme-là dans ce cas-ci. On n'aime pas ça, nous autres. J'aime pas ça, pas encore moins dans ce cas-là. Oui, exact. Parce que Bivol s'est pas battu depuis février 2025 face à Bertebiev. 2 grosses guerres face à Bertebiev. Des combats d'anthologie. Là, exact. Il s'est fait opérer au dos, à sa santé. Est-ce que ça va tenir? On ne sait pas trop. Il a 35 ans, Bivol. On lui donne Effer qui est 13-1 quand même. Un gars qui avance quand même, mais qui met pression. Mais ça fait longtemps qu'il ne s'est pas battu. Là. Il s'est battu en 2004. Il ne s'est pas battu en 2025. Ouais. La longue inactivité en boxe, dans tout sport de combat, n'est jamais très bonne. Il y a ça qui m'inquiète un peu, mais comme tu dis, combat de remise en forme, quand même pas à dormir dessus. Non. Je dis, c'est un excellent boxeur. Déjà battu Jean-Pascal. En 2023. Exactement. Mais ils ont ça en commun. Bivol, c'était battu. Pascal, c'était battu contre Bivol. Je pense pas. Non. Il y avait eu des pourparlers, par contre. Bref. Déjà battu Jean-Pascal. Tu sais, je veux dire, c'est pas un combat à prendre à la légère. Lucie Bivol, longue inactivité. Quand tu ressors de 2 tellement gros combats comme ça, revenir, c'est pas facile non plus. Mais on s'en cache pas là, que c'est un combat de remise en forme. C'est écrit partout. Là. C'est ça que j'ai de la misère. Regarde, là, encore là. Ouais. Mettons là, que Effort sort la performance de sa vie, puis finalement c'est serré. Qu'est-ce qu'on va dire encore? C'était arrangé parce que c'était le combat contre Callum Smith qu'on voulait après. Tu sais, c'est ça l'affaire aussi. Ouais, ben c'est ça, là, parce que là. Tu sais, le combat de remise en forme pour Bivol pour mettre en plan de choc avec Callum Smith, qui est le champion intérimaire de la WBO là, présentement. Fait que c'est ce combat-là tout le monde veut. Qui s'en vient. Mais un combat, ça reste un combat. Puis, tu le fasses. Toi puis moi, on sait qu'on n'aime pas ce terme-là, combat de remise en forme. Hey, moi, tu me dis, hey, on va te prendre un combat de remise en forme. Hey, mon gars, moi, t'en donner pour ton argent, je te le confirme. Clairement. Puis, je dis pas que les deux, techniquement, sur papier, sont proches l'un de l'autre. Bivol, encore une fois, il se posait passer à travers. Puis, est-ce que sa santé va bien? Est-ce que son dos va bien? On l'a vu cette semaine encore. Tout a l'air de bien aller. Il reste que ça reste un combat pareil. C'est un combat. Usyk, Venoven. On a l'exemple parfait. Là. Qui vient d'arriver. Je comprends en contrepartie, comme je te dis, depuis l'entrevue que tu as eue avec Stéphane Larouche, je comprends un peu la mécanique de la boxe à ce niveau-là. Tu sais, mettons les fiches puis tout. Ouais. Je comprends mieux. J'ai comme fait un peu plus la paix avec ça. Mais n'en est pas moins qu'un combat de remise en forme. J'ai de la misère avec ça. Même en étant le combattant. En étant la vedette. Non, je suis dans les souliers de Bivol. J'aime pas ça entendre ce terme-là. Faut toujours bien que tu passes au travers. Ouais, mais je pense aussi que... Je pense que Smith voulait pas aussi aller se battre en Russie. Parce que ce combat-là est en Russie. Ouais. C'est un retour. Ça fait 5 ans, je pense, que Bivol ne s'est pas battu chez eux. Ouais. C'est un gros événement. Il y a ça aussi qui rentre en ligne de compte. Mais, c'est pas un bon stage en Russie. En tout respect, là, tu sais, je veux dire. J'irais pas. Mettons, t'es Callum Smith, tu vas faire de l'argent. La retombée n'est pas aussi forte qu'à Riyad, mettons.
Non. Ça va être intéressant. C'est en fin de semaine, ça. Ouais, j'ai vraiment. C'est en fin de semaine. Toute une fin de semaine de boxe. Ouais. Toute une fin de semaine de boxe. C'est en fin de semaine, ça. Aussi, parle-moi des autres combats qui sont à surveiller aussi. Là. Ouais, 3 cartes majeures en fin de semaine. On a O'Shaquie Foster qui va affronter Raymond Ford pour le type junior poids léger 140. J'avais écrit 140 livres, mais là, c'est 130 livres. WBC. Ouais, pour le WBC. Le champion, c'est O'Shaquie Foster, évidemment. Gros combat. Ça se passe du côté du Texas, ma mémoire est bonne. Ouais. Donc, carte complètement distincte de celle de Bivol. J'ai hâte de voir ce combat-là. On sait que c'est une division très compétitive chez les 130 livres. Donc, gros combat ici. Puis aussi, on a la carte de MVP féminin 3 qui va mettre en vedette en finale Holly Holm contre Stéphanie Anne, qui est la revanche du combat qui a eu lieu l'an dernier. L'an dernier, ouais. Exactement. Pour le titre WBA des poids légers féminins. C'est Stéphanie Anne, évidemment, qui est championne. Il y avait une controverse, là, ça se terminait sur une coupure. Fait qu'il y avait eu un build-up de hype pour faire le rematch. J'ai hâte de voir, ça va être bon. Mais si vous avez du temps libre à regarder des combats en fin de semaine, allez voir Amanda Serrano contre Cheyenne Henson pour le titre de Ring, WBA et WBO. Gros combat d'importance. Ouais, des poids plumes chez les femmes. Si vous vous rappelez pas, parce que tout le monde écoutait ce soir-là à peu près, le combat Tyson-Paul. Okay? La demi-finale des femmes qui avaient fait. C'était le meilleur combat de la carte. C'était malade ce combat-là. Ben, Serrano était de la partie. Allez voir ça, ça va être très, très, très bon. On a annoncé aussi Anthony Joshua, son retour. Il avait pris sa retraite supposément après un accident d'auto. Son entraîneur est mort dans cet accident-là. On appelle... Là, c'est sûr que on veut faire Tyson Fury face à Anthony Joshua à un moment donné. C'est ce qui fait du sens. Mais là, encore une fois, combat préparatoire, combat de remise en forme face à Christian Pringa. Ça se passerait le 25 juillet à Riyad. Tous les combats d'importants vont se passer là. Maintenant, c'est la nouvelle Mecque. C'est ça. Là. Et Pringa, quand même, tu sais, il est 20 victoires, une défaite, 20 KO. Joshua, c'est toujours un menton suspect. Exact. Là, on est loin de Jake Paul. Là. C'est pas Jake Paul. C'est un vrai boxeur. Là. Combat préparatoire parce qu'éventuellement, on aimerait faire le méga fight avec Tyson Fury à la fin 2026. Tu sais, c'est pas prendre à la légère. Là. Le ratio de KO là, est 100%. Non, ça, c'est un combat de remise en forme, je te dirais. Peut-être qu'il faudrait abolir ce terme-là dans ce combat-là. Ouais. Ça va être intéressant à regarder, mais comme je te dis, à ne pas prendre à la légère. Tu sais, un gros cogneur, c'est un gros cogneur. Mais, tu sais, on regarde des adversaires qui ont affronté. Ah oui. Joshua, c'est l'élite de sa génération. Parce que je pense que là, Joshua, il faut qu'il passe un message. Oui. T'sais, là, oui, il y a eu son combat avec Jake Paul. Il donne une raison. OK, là, oui, il l'a knocké, mais c'était un peu proche à foin le cas de même. Mais là, il s'en va dans un vrai combat de boxe. Faut qu'il passe un message. Moi, je pense que si il knock pas Pringa en dedans de 7 rounds, le message passe pas. Ben, en tout cas, le narratif d'un combat contre Fury va être un peu plus altéré. T'sais, on s'entend, t'as bien raison. Tandis que Fury, lui, a passé un message contre Makhmoudov, le complètement lessivé. Fait que, il va faire ce qu'on est habitué de voir de lui. Là, Joshua, fait longtemps qu'on l'a pas vu de façon compétitive. Comme tu dis, Jake Paul, puis avant ça, il était comme à la retraite aussi. Fait qu'il y a eu son combat contre Ngannou aussi. Qui n'est pas contre des vrais boxeurs, contre la vraie élite de boxe. Comme je te dis, ils n'ont pas la même fiche, ils n'ont pas affronté les mêmes adversaires, mais il faut qu'ils le couchent. Ou en tout cas, offrir une performance incroyable. Là, moi, je pense qu'il faut qu'il le couche. Moi aussi. Surtout chez les poids lourds, c'est ça qui parle. Pour donner un engouement, puis pour que lui aille faire plusieurs millions de dollars, il faut qu'il fasse un statement dans ce combat-là. Clairement. Puis que Pringa n'a pas d'affaires dans le ring avec lui. Voilà. Puis qu'il le couche, puis après ça, là, on part la machine d'une histoire qui se construit entre Fury et lui. Là. T'as regardé tout ce qui se trame à l'horizon pour cet automne. Ça va être complètement fou en boxe aussi. On vient de vivre un printemps incroyable en boxe là, qui s'achève. À partir de septembre, ça va être ridicule. Un feu roulant. Fait que si ça se m'embranle aussi, ça va juste l'ajouter. Mais oui, t'as raison, il faut qu'il fasse un statement. Ce week-end, RAF revient avec le 8e événement de RAF La Lutte. Grosse nouvelle qu'on a vue tantôt. RAF qui vient de signer un deal de télé avec Fox Nation. Ça montre comment que c'est une ampleur, puis ça commence. Tu sais, oui, tu vas dire, on s'est rendu à 8e événement. Oui, mais ils en font à tous les 2 mois. Tous les mois, quasiment. Fait que ça fait pas longtemps que ça existe, là. L'organisation était dans sa première année, là. Il n'est même pas atteint l'adolescence encore, là. Tu sais, mettons, en vie d'une organisation. Mais ils font les choses de la bonne façon. Puis l'affaire, c'est que si les codes d'écoute sont là, c'est sûr que le deal télé, mettons Fox qui saute là-dessus,
ben pour eux, ça va peut-être être un deal dans à peine un an. Ouais. Tu sais, dans le sens, ça va être pocket change versus ça, ça va rapporter. J'ai pas lu les termes. Moi non plus, j'ai là, pas mais les termes. On a juste vu ça passer. Un deal de télé avec Fox Nation. Mais déjà, tu sais, c'est de la lutte. C'est de la lutte olympique. Oui. Mais ils ont amené ça. C'est de niche, entre Ils ont guillemets. amené ça à un autre. Hey, je sais pas si tu te souviens, là, c'était en quelle année? Hey, je me battais encore, je pense. Il avait parlé d'enlever la lutte aux Jeux olympiques. Oui, ben oui. Tout le monde était choqué. C'est le plus vieux sport au monde. Tout le monde était... Mais voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Ah non, ça fait longtemps. Là. Je pense que c'était les Olympiques de Londres, je pense. Ma mémoire est ça bonne. se peut, mais ça fait un méchant bout. Ça a fait là. un tollé. Eh oui, tu peux pas enlever ça. Non, ça n'a pas de bon sens. Depuis mais là, tu vois, là, ça, là, on signe un deal de télé pour de la lutte. Puis ça va avec l'éducation du monde aussi qui regarde ce sport-là. De la manière que c'est fait, comme tu dis, ils font les affaires de la bonne façon. C'est vraiment nice. Là. Même le volet éducatif au niveau du secteur martial. On va appeler ça comme ça. C'en est un. La lutte, tu contrôles où le combat va, c'est un méchant plus. Fait que bref, super bonne nouvelle. En finale, Gable Stevenson. Ça se dit. Stevenson. Ben ouais, mais on va le dire comme il faut parce qu'on va se faire chicaner. face à Romanov. Romanov qui a déjà battu à l'UFC, c'est un gros bonhomme. Évidemment, le pedigree. L'historique de lutte est vraiment pas le même. Stevenson qui reste actif jusqu'à temps d'arriver au mois de juillet pour son premier combat à l'UFC. Colby Covington face à Chris Weidman. Bon, je comprends pas trop ce combat-là, mais je sais pas. Un combat de mécontent, mal aimé, has-been, excuse, je vais utiliser le terme, là, mais... Puis Covington a dit hier, je pense... on lui parlait justement qu'il n'est plus dans le roster de l'UFC. Il dit non, il dit moi, là, je suis un combattant de l'UFC. Je vais toujours être un combattant de l'UFC. Si je reviens, je veux me battre à MMA, je vais me battre à l'UFC. Il dit, il n'y a pas de problème avec ça. C'est juste que là, il dit, je pense que si je décide, il m'en reste encore dans le tank. Mais il dit, là, je n'avais pas d'adversaire à me battre. Mais ça ne veut pas dire... C'est pas de raison. Ça veut pas dire que t'es dans l'UFC. T'as pas dit... Non, mais je veux dire, tu me donnes pas la raison pourquoi ils t'ont sacré dehors ou ben non, ils t'ont enlevé du roster, tu sais. Mais peu importe. Face à Chris Weidman, qui est... Oui, tu sais, Weidman, son plus gros fait d'âme, c'est qu'il a knocké Anderson Silva. Mais avant qu'il knock, il avait quand même envoyé à terre 2-3 fois. On oublie que Weidman, c'est un lutteur à la base. Ouais. Prime Chris Weidman. Moi, je pensais que ce gars-là était prêt à être champion de 10 ans de temps. Il avait comme pas de faille. Debout, il avait quand même une belle boxe, correcte. Ouais. Tu sais, mixé avec sa lutte de feu, un bon sol, un bon ground and pound. Le train a déraillé complètement, malheureusement pour lui. Ben, il se ramasse à RAF. Ça va donner de quoi d'intéressant. C'est des têtes d'affiche. Ça va être un bon match, mais tu sais, je veux dire, sans plus. Là. Kai Snyder, qui, si vous suivez juste les arts martiaux mix, vous le connaissez pas, mais c'est un champion olympique. Ouais, une grosse vedette américaine. C'est une grosse vedette. C'est un monsieur, hein? C'est tout un monsieur. C'est un monsieur. Il est trapèze aux oreilles. C'est un homme. Ouais, il va se battre face à Matcharash-Vili. Et Merab Dvalishvili, justement, va se battre face à Frankie Edgar. Combat le fun. Ben oui, je suis content. Ouais, moi, j'ai toujours été un grand fan de Frankie Edgar. Puis lui, tout, à la base, c'est un lutteur. Ouais. Puis j'ai une anecdote là-dessus. Quand je me suis battu à l'UFC 67 face à Scott Smith, qui a été ma première victoire à l'UFC, Frankie Edgar se battait, c'est son premier combat à l'UFC, en sous-carte. Puis je me souviens, on le voyait faire des pads. Puis on en regardait ça. Il fait exprès, là. Il était mauvais, épouvantable. Mon gars. Il était épouvantable, mon gars. On était, ben, voyons donc. Parce que c'était vraiment un lutteur à la base. Puis on regardait faire de la boxe. On était là, ça n'a pas de bon sens. Puis après ça, on a vu qu'il est devenu combattant complet avec quand même une bonne boxe. Quand il a battu BJ Penn, là. Oui, mais au début, là, j'étais comme, ça n'avait pas de bon sens. Il était dans notre mauvais vestiaire. J'étais, voyons donc, ça n'a pas d'allure. Mais après ça, je me rends compte, moi, j'ai partagé son premier combat à l'UFC. On était dans le même vestiaire avec une légende comme Frankie. C'est le Rocky des arts martiaux mix. Exactement. Moi, ce gars-là m'a donné des frissons toute sa carrière. Et écoute, explique-moi, là. Le premier combat de la carte, c'est Arman Tsarukyan face à Moxie. Ben, tu sais, Tsarukyan, moi, je pense que le gars, il veut juste se battre. Ben oui, parce que Moxie a perdu contre Poulos. Puis exactement. Tsarukyan a battu Poulos. C'est juste d'être, comme on dit, on le répète souvent, supposément que Tsarukyan n'a pas besoin d'argent n'a pas besoin de l'argent du combat pour vivre. Là, ouais, les deux, c'est Tuporia puis Tsarukyan, se dit, chicane à savoir qui est le plus riche. Qui est le plus riche, mais bon, quand t'es rendu là, les deux sont riches, lequel qui est le plus. T'sais. Mais comme tu dis, premier combat de la carte, ça lui donne pas une grosse renommée supplémentaire. Le gars, je pense qu'il est juste accro au combat. Ouais, je pense que oui. Fait ce qu'il faut. C'est ça. Ben, oui, c'est ça. Il fait ce qu'il faut. Toujours pas de date.
Ben, il est le backup fight. Il est le backup fight pour la Maison-Blanche, il paraît. Ça le repousse quand, ça? Pas cet été? Non. Comment c'est long? Ben, c'est pas battu depuis décembre? C'est ça, maintenant, il va falloir y en donner, mais ça doit pas être facile à négocier. Ah non. T'as l'UFC dans un bar, puis t'as Tsaroukian, là. Hey, pour qu'on arrive dans le milieu, qu'on s'entende, ça doit être compliqué. C'est bien parce qu'il y a un gros nom, puis qu'il est talentueux, puis que le fanbase... Il y a un buzz autour de lui. Il y a un bon buzz autour de lui, parce que ça, c'est le genre de personnage que l'UFC a éclairé, là. Comme Evloev. Pas Evloev. Mokaev. Mokaev, exact, à 125 livres. Même chose. Un peu moins spectaculaire, Mokaev, mais il reste que c'est des Tsaroukian donne un show, là. Sont durs à négocier avec eux autres. Hein. Bon, fait que ça se passe à Dallas. Donc, c'est ce week-end. Grosse fin de semaine au Texas de combat. Mais quand même. Ça va à Hypoke News. Hypoke News. Une nouvelle du champ gauche qui me fait plaisir. Moi aussi. Scott Coker qui revient en MMA. Personne ne l'a vu venir. Scott Coker, qui a été le fondateur de Strikeforce, qui a pris Bellator sous son aile, qui l'a amené à un autre niveau, qui a fait des... c'est lui qui a amené Ronda Rousey, Daniel Cormier au Bellator. Le Strikeforce Grand Prix. Strikeforce Grand Prix, des poids lourds. Écoute, il en a créé des vedettes. Là. Scott Coker qui a toujours été apprécié aussi des combattants. J'ai jamais entendu personne de parler contre Scott Coker. Ma mémoire est bonne. Même Dana White, il avait déjà monté beaucoup de respect, je pense. Ouais. Me semble ça, il n'y avait pas d'animosité entre les deux. Non, c'est un bon homme d'affaires, puis il faisait les choses... En tout cas, il y a toujours un grand respect des combattants envers lui lorsqu'il était dans cette situation. Et là, revient... On l'a pas vu venir pas en tout. Là. Là, lui, son plan, en 2027, c'est de faire 12 événements, plus un Grand Prix, plus peut-être faire une espèce de Ultimate Fighter, mais de recruter des jeunes talents pour les bâtir. Pas de nom, encore une fois, de l'organisation qui va, mais c'est bon, ça. C'est bon. Ça, c'est bon. Puis tu vois que le gars, par son expérience, ramène une recette qui a déjà marché. J'ai dit il y a une couple de temps que, tu sais, quand on se questionnait, tu sais, quelle place qui reste pour les autres? Tu sais, là, on vient de parler d'MVP, mais on a vu que c'était unique comme show à date. En voulant dire qu'il n'y en aura pas d'autres d'annoncés pour l'instant. Tu sais, des PFL de ce monde, qu'est-ce qui leur reste pour ça? Tu sais, oui, on avait parlé de ça quand PFL avait décidé de tirer la plug sur le tournoi à $1 million. Là, tu te dis, tu retires ça, qu'est-ce qui reste pour te différencier du UFC? Parce que mano à mano, là, tu peux pas arriver avec eux autres. Non, puis là, tu sais, tu parles de MVP puis PFL. Là, il y a une grosse rumeur que les deux vont merger ensemble. Peut-être, là, ils vont se faire une cross-promotion ensemble. OK, pas négatif, mais encore là, ils doivent trouver le moyen. Puis mon détour là-dessus, c'est Scott Coker, justement, la nouvelle. Lui, à l'époque, ce qu'il a bien fait avec Strikeforce, avec Bellator, c'est justement, c'était différent du UFC. Ouais. C'était pas l'UFC. Je pense pas qu'il avait la prétention d'être le UFC. Mais le Grand Prix poids lourd à l'époque, là, qui avait donné des combats quand même d'anthologie, qui ont créé des vedettes énormes qu'on connaît encore aujourd'hui. Daniel Cormier n'était même pas dans le tournoi au début. Je sais. Il est venu en remplaçant. Je me rappelle plus qui, mais d'un gros nom. C'était battu contre Josh Barnett, puis il l'avait envoyé dans les airs. Il l'avait lancé, puis il avait battu Overeem en finale. Je pense que oui. Bref, dans ce tournoi-là, tu avais Overeem, Fedor, Verdum, Dan Anderson, si ma mémoire est bonne, était dans ce... En tout cas, c'était... incroyable, c'était pas des has-beens à l'époque. Ouais. Il avait trouvé le moyen de faire parler de lui. Moi, Strikeforce, des fois, j'y repense, je me dis, c'était une belle époque, pareil. Ouais, il y a des astiques, beaucoup de champions. Frank Shamrock, Nate Diaz qui était là-dedans, Robbie Lawler. Paul Daly par la suite. Ouais. Il y en a eu, on en oublie tellement. Fait que ça, c'est une très bonne nouvelle pour les MMA. S'il peut arriver avec un produit différent un peu, puis bien fait, Maudine, c'est bon. Puis tu sais, je pense que la faiblesse de ceux qui partent des organisations comme ça, c'est qu'ils n'ont pas d'expérience dans ce milieu-là. T'as raison. T'sais, Scott Coker, il y en a, mais surtout, il va s'entourer du monde qui ont déjà fait partie, soit de l'UFC ou soit des réseaux de télé qui ont fait affaire avec l'UFC. On parle de Wade Davis, directeur financier chez Viacom. Viacom qui était avec Bellator pendant des années. C'est à la belle époque, quand même. Qui finançait Bellator. Steve Moscow, qui est l'ancien président de Sony Pictures Television. Pas mal d'expérience en télévision. Et où ce qui est très bon, par exemple, c'est Kevin Kay. Kevin Kay ou Kevin Kyle, peu importe. Là, c'est l'ancien président de Paramount Network et de Spike TV. Spike TV, ça a été la première fois qu'on a montré
The Ultimate Fighter, la saison 1. On a signé un gros deal à Spike TV. On a fait beaucoup de shows à Spike TV avec l'UFC au début. On avait fait des shows pour les militaires aussi. Spike TV, c'était leur idée à eux autres. Avec Spike TV, quand lui était là, ça a été le premier deal de télé que l'UFC a signé sans pay-per-view. OK. Ce qui fait que le gars, il sait en maudit de quoi il parle. Il sait comment faire parler du sport. Ah, exactement. Ça Puis, remplace il était avec Paramount avant aussi. Mais c'est ça. C'est l'ancien président du Paramount Network. Comme tu dis, s'entourer, ça fait foi de tout dans la vie en affaires. Tu sais, Scott Coker, avec tout son bagage de connaissances en organisation d'événements, plus ces gens-là pour vendre le produit. C'est surtout ça le problème. Comme tu dis, on a bien beau mettre tout l'argent du monde qu'on veut dans quelque chose. Si t'es pas entouré et t'as pas les bonnes portes d'entrée, oublie ça. Là. Ouais, tu donnes un produit visuellement beau aussi, puis que ça paraisse bien. Il y a Tony Hawk aussi qui a dit qu'il était intéressé. Oui. Tony Hawk, de quoi tu parles? Venez faire des 900 au-dessus légende, de faire des McTwists. Mais quand même, on parle d'un 60 millions d'investissements en partant, quand même. Quand même. Hey, c'est de l'argent. T'sais, on pense tout le temps aux chiffres que l'UFC avance sur des galas, des shows, mais arrêtons avec ça. 60 millions pour organiser 2 shows dans l'année, c'est de l'argent. Là. Ouais, tu peux faire des beaux shows avec ça. Là. Bien fait. Là. Puis, tu sais, c'est 60 millions d'investissements, mais là, on parle pas des revenus de commanditaires, puis peut-être un signe de télé, un deal de télé qu'on va signer avec des gars qui savent comment ça marche. Selon des moi, gars de Sony Pictures, de Paramount. Puis là, on est à l'heure que toutes les plateformes de streaming veulent offrir des sports. Ouais. Ça devient intéressant aussi. Ben oui. Je veux dire, je sais pas, moi, je dis n'importe quoi. Là, on va dire Amazon Prime, il aimerait ça avoir des sports de combat un peu plus. Ça se peut qu'ils signent une organisation comme ça quand c'est bien fait. Puis Scott Coker, je pense, est assez intelligent pour pas tout mettre ses œufs dans le même panier. Avec, exemple, une vedette. Avec une vedette, exact. C'est le même qui a construit Strikeforce. C'est vrai. Puis après ça, quand le produit était bon, là, ça venait. Tu vas de tous côtés. Puis là, on a réussi à faire des combats d'anthologie. Des Malvin Maunef contre Robbie Lawler, des affaires comme ça. C'est des affaires comme ça. Ben oui, mais tu comprends? On s'en souvient de ça. Mais ça, c'est la Strikeforce. Oui, justement, devenir l'alternative au UFC. C'est ça, en fait, la place qui reste à côté. Mais c'est accepter ta place aussi. Oui, exactement. Tu vas jamais être capable de compétitionner avec l'UFC. Financièrement, visuellement. Il est trop tard. Peu importe ces 3 lettres-là, tu pourras jamais être over eux autres. Mais une alternative, quand tu sais ta place et tu l'acceptes, OK, là, c'est différent, par exemple. Parce que là, par exemple, si tu acceptes ta place et tu la comprends, là, tu peux générer beaucoup d'argent. Puis tu peux générer beaucoup de visionnement, puis le monde vient te voir. Là. Beaucoup d'argent, puis tu sais, hein, à un moment donné, tu deviens victime de ton succès. L'UFC va toujours rester l'UFC. Mais des fois, les gens chialent, le spectacle est moins spectaculaire, puis le kit. Puis là, une belle organisation bien faite arrive avec des combats un peu d'anthologiques, des bons matchmaking. Oups! Avec une réputation de Scott Coker. Hey, j'aime ça, regarder ça aussi. Ça devient, tu sais, encore là, pas se planter en même temps que l'UFC. Ben, les gars-là seront le vendredi, Colin. Tu comprends? Ouais. Une affaire de même, ça serait malade. C'était-tu Scott Coker qui était à la tête de Strikeforce quand il se battait à National Television, à CBS, je pense, quelque chose comme ça, quand il y avait eu le brawl, là. Ouais, ça se peut. Je pense que c'était lui. Tu sais, si c'était lui, il me semble que c'était lui. Crème, il avait toujours même amené ça à la télé nationale. Ouais. Tu sais, c'est majeur. Non. Puis encore une fois, je le répète, la manière qu'il est entouré, tout du monde de télé qui savent comment ça marche. 100%. Fait que ça, c'est. En tout cas, moi, j'ai lu cette nouvelle-là. J'ai fait, oh, cool, OK, Scott Coker, il revient, puis c'est vraiment nice. M'excite pas mal plus qu'un Jake Paul qui veut se lancer là-dedans. On sait que Conor McGregor revient le 11 juillet à l'International Fight Week. Et là, on a eu une nouvelle qui est sortie, c'est qu'on avait offert un contrat à Conor pour. Il reste 2 combats sur son contrat, à Conor McGregor. Fait que dans le fond, ce qu'on fait souvent, c'est que, OK, on va enlever ces 2 contrats-là, ces 2 combats-là, puis on va te faire signer un nouveau deal de 5 combats. Fait qu'on te rattache avec nous autres pour 3 combats de plus. Conor a dit non. Conor a dit non. Il dit, moi, je vais faire mes 2. Il me reste 2 combats sur mon contrat. Ça va super bien. On parle qu'il aurait été chercher quasiment 15 millions pour faire son retour. Son retour en juillet. Mais, tu sais, il est pas fou, là. T'sais, si, mettons, puis je te l'ai dit, moi, je veux voir un bon Conor McGregor, je serais déçu. On le souhaite tous. S'il arrive, puis il pète Max Holloway, puis il reste juste un combat à son contrat, là. Oh, il va faire encore sauter à la banque. Hey! UFC ne laisseront jamais partir. Matt, on est là. On est quoi, là? On n'est même pas en juin, là, encore, là. OK? Ouais. C'est sold out. Ceux qui doutent. Les billets les moins chers dans le top en haut étaient 1500$ US. Tout est vendu pour le retour de Conor.
sais, sachant que le UFC a eu quelques difficultés de vente de billets dans certains événements précédemment, là, dans les derniers mois, tu vois ça. Doutez plus jamais du star power de Conor McGregor. Jamais. Qu'on l'aime pas. Je suis le premier. Ça fait 4 ans qu'il est parti. Je suis le premier, si j'avais 5000 pièces de fuck you money, j'irais voir le show. Tu comprends? C'est Conor, il donne un show, les conférences de presse vont être du bonbon. Ça va nous rappeler à quel point c'était spécial son époque. Dans 2 mois, là, c'est vendu. Pense-y. Ouais. Fait que, ça n'a pas pris de temps. Là. il mise vraiment sur lui. Il se dit, hey, si je sors un gros show, l'UFC, premièrement, il doit avoir déjà discuté avec MVP ou peu importe et compagnie. Probable. C'est probable en tabarouette. Les UFC n'auront pas le choix de lui offrir quoi? 30 millions peut-être? Ou non? Peut-être. Je Ouais. sais pas. Mais là, ça dépend comment il va performer. Mais il reste que. Non, il sort fort, là. Ouais, c'est ça. Mais il reste que l'UFC le voit venir, là. Puis c'est pour ça qu'on a voulu la rattacher encore. C'est ça qu'ils ont fait avec John Jones. Puis là, John est pogné avec son contrat, qu'il reste encore 6 combats. Conor, il est plus malin un peu. Là, Conor a dit non, moi, il me reste 2 combats sur mon contrat. On va les faire. On verra après. Puis dans tous les cas, ça sera un flop monumental. Il repart chez eux avec 15 millions, puis un autre combat après d'assurer. Puis tu sais, son avenir est assuré, là, ce gars-là. Mais ça fait juste montrer à quel point. C'est parce que ça fait assez longtemps qu'il est parti pour qu'on ait oublié à quel point c'est une grande vedette. C'est fou, hein? Ouais. Comment il y a un star power encore, malgré toutes les frasques. Toutes les frasques qu'il a faites. Puis, tu sais, quand ça a sorti aussi, cette nouvelle-là, il disait que les flights d'Europe vers Las Vegas pour cette semaine-là de Fight Week, il dit ça l'a explosé. Mais c'est pas dans notre culture ici. Tu sais, souvent, on parle de la culture asiatique qui est différente d'ici, etc. Mais la culture européenne, là, on le voit dans le soccer, là, dans le foot, ça n'a rien à voir avec l'Amérique du Nord. Tu sais, on pense qu'on est grindé quand on tripe sur le Canadien. Là. Ouais. L'équivalent du Canadien en Angleterre ou chez les Irish, en Irlande, c'est des proportions démesurées. Le monde peut vendre leur maison pour aller voir un événement X. Tu comprends? C'est des, tu sais, on rit souvent les hooligans puis tout ça. Ben oui, on n'a pas ça ici, cette culture-là aussi forte de fanbase. On peut pas comprendre ça. Il arrive à Las Vegas, habillé en orange, ça prend les rues d'assaut. Puis... C'est pas tous des milliardaires, là. Non, c'est des fans hardcore, là. Solide. Fait que ça va être vraiment intéressant. Ça se passe le 11 juillet et le 14 juin, Michael Chandler qui va se battre à la Maison-Blanche. On parle de son dernier combat en carrière, combat de retraite. Ben là, maintenant... Chandler qui est peut-être arrivé à l'UFC un peu trop tard dans sa carrière. Oui. Ça met 2 victoires en 7 combats, je pense. Ouais. Écoute, un gars qui a une shape extraordinaire, un gars qui est spectaculaire. T'es en bonne condition encore. Oui, parle peut-être un peu plus que les performances qu'il donne. C'est un gars qui va tout le temps à la guerre. Mais c'est peut-être le temps. Tu sais, c'est ça. On va prendre sa retraite à Maison-Blanche. Ben, c'est une belle estrade pour prendre la retraite. C'est un gars que, comme tu dis, est arrivé un petit peu tard avec peut-être un sentiment d'urgence de rattraper peut-être des choses qu'il aurait voulu avoir plus tôt dans sa carrière. Il n'est pas assez proche d'être champion, pareil. C'est ça qui est cruel, là, ce soir-là. À ça, tu sais, je sais pas moi, un coup de poing de plus, puis c'était lui le champion, puis on n'en parle plus aujourd'hui. Dans le sens, on parle même plus de Oliveira. Mais ses dernières performances, tu voyais que c'est comme s'il y avait toujours le sentiment d'urgence de vouloir faire quelque chose de spectaculaire ou puis à un moment donné, ça te joue des tours. Ouais, puis il a perdu 2 ans de sa vie à attendre après Conor aussi. Absolument, parce que le talent, il l'a encore. Parce que je pense que les gens oublient le Michael Chandler Bellator. Ouais. Ah, ce gars-là était fort. Vraiment. Il y a encore de la dynamite d'un point. Ouais. Moi, je pense qu'il va offrir un bon show, tu sais, à Maison-Blanche. Mais effectivement, ça serait le temps peut-être. Je sais pas sa condition physique semble impeccable, là, mais je veux dire, les coups qu'il a eu à la tête, à un moment donné, jouer au golf, c'est le fun aussi. Ouais, puis il aime pas ça, lui. Ouais, il aime bien ça. jouer au golf, Ces petits shorts bien serrés, allez voir ça. Il peut c'est pas drôle. être plus serré, ils vont fendre en deux. Écoute, on parle de freak show des fois avec la Maison-Blanche, on parle de freak show à gauche à droite. Il y en a eu un solide freak show en fin de semaine. Johnny Manziel. Là, on parle pas de football. Non. On parle, oui, de l'ancien joueur de football, mais Johnny Football est rendu Johnny MMA. En tout cas, je pense pas qu'il va avoir une longue carrière de Johnny MMA. Ah, c'était malaisant. Ça va être aussi long que sa carrière dans la NFL. Ah, c'était malaisant. C'était malaisant pour plein de raisons. Premièrement, allez voir les highlights de la conférence de presse. Un cirque plus que... Hey, en tout cas, je pense qu'à la maison, vous savez à quel point j'aime le show. Ouais, mais là, le talk, là, ça, c'était rien. C'était comme un mauvais clip de rap. C'était ridicule. Okay? Vraiment ridicule. Mais le plus dramatique là-dedans, c'est que son adversaire qui a knocké, puis allez voir encore là la reprise du combat, c'est si pas tu penses chic. que Johnny Manziel n'est pas bon,
va voir son adversaire. C'est encore pire, là. C'était des moulins avant, les Je deux. peux pas croire que ces deux gars-là ont une licence pour combattre. Mais c'est ça qui me fait ça rire. qui me fait Il était où capoter. l'événement? Donc, je me souviens plus, mais ils l'ont pogné dans une boîte de Cracker Jack, le licence, là. Mais là, de là l'importance des fois qu'il faut qu'on attarde plus à ces freak shows-là. C'est dangereux. Mais il va boxer, Johnny Mandel. Là. Il fait un combat de boxe aussi là, bientôt. Ça là. serait pas beau, ça. Non. Parce que l'avoir vu swinger samedi. Ouais. Mais son adversaire que Johnny a knocké, il est encore à l'hôpital. Puis c'est grave. Ouais. C'est très grave. Il s'est effondré après le combat. Tu sais, à un moment donné, il y a des limites à vouloir monter des choses, faire de l'argent puis tout. T'as été un grand athlète professionnel de football, t'es pas un fighter. Tu comprends? Oh, ben là, on l'a très bien vu que c'était pas un fighter. On ne joue pas. Puis l'autre, son adversaire, je ne sais pas de quel milieu il est issu. Là. Je me suis pas tant attardé à ce show-là. Mais la nouvelle, je trouve important d'en parler. Je sais pas, moi, peu importe ce que tu as fait dans la vie, on joue pas à se battre. Tu sais, moi puis toi, là, on va à un événement caricatif de football, on va avoir du fun. L'inverse, c'est pas vrai. Un événement caricatif de combat, à se frapper dessus pour vrai, c'est super dangereux. Puis ça donne pas une belle image pour le sport. Non. Ça a l'air d'un... Ben, non, c'est pas ça a l'air, malaisant. c'est un freak show. C'est malaisant, ce combat-là. Tu regardes ça, t'es comme... Je veux dire, les deux, ils se courent après, en moulant avant comme ça. Son adversaire est encore à l'hôpital, bravo. Je sais C'est pas pas ce que ça comme apporte. si Menza t'es arrivé top shape avec un six-pack. Non, là. non, Il est loin de là. dégueulasse, Loin de là. Tu sais, fait que... Et non seulement ça, comme je dis, en dehors du... C'était dans un ring, je pense, là. Ouais. La conférence de presse, c'était hors du riz. Ouais. C'était de bas étage. Fait que, je sais pas ce que ça amène au sport, mais faut que ça arrête à un moment donné, ces Mais choses. le point est, puis je trouve que c'est le fun que tu en parles, le point est que c'est un sport dangereux. C'est bien Clairement. beau avoir le spectacle, mais à un moment donné, faut que tu sois plus intelligent que le sport. C'est un sport de combat. Oui, il y a le mot sport, mais de combat, puis c'est pour vrai. Fait que c'est pas comme jouer au hockey, là. C'est pas la même chose. Pas la même chose. On termine avec une nouvelle combat féminin, Mackenzie Dern, qui va tenter de défendre son titre face à la Canadienne, Ouais. Gillian Robertson, à l'UFC 330 à Philadelphie. Première fois qu'une Canadienne va se battre pour un titre depuis Valérie Letourneau. Face à Iona Jędrzejczyk. Ça fait longtemps. C'est vrai. Ça risque d'être une belle guerre. Ben, j'espère que ça va aller au sol. Ben, il Honnêtement, faut. j'espère. là. Deux spécialistes du sol. C'est ça. Sinon, ça sera pas chic Debout, c'est mais pas les deux c'est pas meilleurs. le combat qu'on attend. Moi, j'ai deux spécialistes de combat au sol. Évidemment, Mackenzie Dern, championne du monde de Jiu-Jitsu brésilien. Robertson, pour les arts martiaux mix, Elle a un bon sol. elle a un très, très bon sol. Est-ce qu'elle va être capable de matcher Mackenzie Dern? J'en doute fortement. Parce que même côté contrôle, Mackenzie, tu sais, est très élite. Puis, c'est une différence entre le Jiu-Jitsu de Dern qui est très agressif en soumission Ouais. que combat en position au sol de Robertson. Tout à fait. Robertson est pas si offensif que ça quand même. Tu sais, à son dernier combat, on s'aurait attendu Ouais. une clinique. C'est pas ça qui est arrivé. Combat. Mais on voyait aussi des. C'est un combat ça. serré, hein? Tu sais, Ouais, je veux dire, moi, j'étais puis- pas convaincu tant que ça. Non, mais je trouvais qu'elle avait de l'espace pour Essayer. améliorer sa position, essayer des choses. Mais tu sais, elle a joué ça safe. Pas mal. Contre Mackenzie Dern, ça risque d'être différent. Ouais. Ça va être bon de la revoir. Première fois qu'elle va défendre son titre. Ouais. Elle s'est fait pas accuser, là, mais tu sais, elle n'est pas très active depuis sa victoire. Fait que ça va être bon de la revoir. Fait que Philadelphie, fin Elle joue, d'été, elle ça joue au va- poker. Ouais, ça joue beaucoup. Moi, j'aime toujours ça, voir Mackenzie se battre, pour plein de raisons, Elle dont joue son au talent. poker. Fait que ça se passe le UFC 330 à Philadelphie. Ça fait un petit bout que l'UFC n'est pas revenu et pas retourné à l'UFC. C'est ce qui met fin à Yes. Un autre gros show. très gros Un autre show. gros show. Continuez de nous suivre sur le YouTube. N'oubliez pas le face-à-face cette semaine. C'est le Québécois Olivier Aubin-Mercier. Une longue entrevue. Plus Ouais. longue que d'habitude. C'est bien le fun de jaser avec... C'est toujours éclaté avec Oli, puis une bonne tête en plus, toujours des anecdotes savoureuses, manquez pas ça. L'application encore Corps Sport pour nous suivre un petit peu partout. Et continuez de nous suivre sur Facebook. On est rendu à 4000, 4200, 5000, 4300. let's go. On veut 5000 avant la fin de juillet. Hein? On va donner Ah un non, peu. avant ça. Ah, Ah non. juin. Hey, c'est C'est ma, à moi, c'est. c'est ma fête mardi prochain, Ouais, c'est le vrai, 2 ça. juin. OK? Let's go. Big Juste 40? 5000. Juste... Non, 39. 39? C'est la Ok, dernière. excuse-moi. C'est la dernière. Fait que 4999. s'il vous plaît, Ok. like. Bon, ben pour la fête à Matt qui est mardi prochain, on essaie de monter ça le plus possible. Let's go. Merci encore d'être avec nous. C'était l'épisode 23 du Cochon. On se revoit la semaine prochaine. Salut.